Tiens, regarde la Féfé. Waouh, dis donc, il y a des belles bagnoles là. Et tu vois, lui avec sa Porsche, il se rend en Suisse. Ouais. C'est près à la maison, tu vois. Je m'appelle Franck Collin, je vais avoir 54 ans le mois prochain, exactement. Fais jeune. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Ah, écoute, je m'entraîne dur pour ça. Ah ouais, je veux bien te croire. Ah ouais, je fais tout ce qu'il faut pour ça. Après, je suis un mordu, moi, du sport. Ah ouais, puis, ça se voit. Ouais, eh ben, écoute, merci, tant mieux. Et puis, ben, écoute, je suis là parce que j'ai fait quelques trucs dans ma vie sympathiques et d'autres un peu moins. Ouais. Dont une affaire qui a fait le tour du monde, mais non seulement le tour du monde, mais aussi des journées entières sur les chaînes info de France entre 2013 et 2019, voire même après, parce que... Ok. Une affaire dans les médias. C'est une affaire dans les médias qui a été très médiatisée. L'opinion médiatique a été très sollicitée. Pour une affaire qui s'appelle R quelque chose. Et ok, ouais, pour les besoins de la vidéo, on va pas mettre... Voilà. Mais voilà, ok. Et que quasiment tout le monde a connu ou connaît, voilà. Série sur Canal+. Série sur Canal+, qui a été faite, 4 épisodes de 52 minutes, qui a été très bien faite d'ailleurs, en tous les cas. Et puis de là, s'en est suivi un livre, des émissions, d'autres interviews et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi... dans ce pays, en tous les cas, j'ai ce côté public qui ressort. Ok. C'est une réalité. C'est pas. Je ne m'en réjouis pas. Okay. C'est une réalité, puisque je suis public aussi dans un autre pays, en l'occurrence en Roumanie, mais pour toute autre raison. Ok. Cette fois. Et voilà quoi. Donc. D'accord. Et donc, si tu peux me dire, donc, ta jeunesse, tu as 54 ans, tu es né. Ouais. T'es du secteur parce que il faut savoir pour les besoins de la vidéo que j'ai rejoint du coup Franck à Saint-Tropez. C'est ça. Donc là on est en train de tourner, en plus c'est le closing des voiles de Saint-Tropez, donc on est. C'est le bordel. Donc c'est un peu le bordel. Même on peut pas se garer sur le port, c'était tout complet. Mais me dire bah voilà, tu habites où, t'es d'où et comment comment t'as évolué un petit peu dans ta vie. En fait, si tu veux, je suis né à la Seine-sur-Mer. Bon, à Seine-sur-mer, c'est à 1 heure d'ici. Ok. Mais bon, tout est proche, on est au bord de mer, à Seine-sur-Mer. Puis j'ai évolué mon adolescence très jeune dans les boîtes de nuit à partir de 17 ans. Donc du coup, je suis parti à Toulon. Okay. Et puis j'ai fait toutes les villes avoisinantes. Donc c'est-à-dire ça peut être le Lavandou, et d'autres villes comme Saint-Tropez. D'accord. Et puis voilà comment j'arrive à Saint-Tropez. Je suis à la maison partout. Comme n'importe qui pourrait être chez lui dans ce secteur, voilà. Et puis voilà comment se passe l'enfance dans des quartiers un peu difficiles de l'époque que beaucoup de gens connaissent. Okay. C'est l'histoire, hein, on ne va pas victimiser, il n'y a rien à victimiser. Ouais, bien sûr. C'est en fait le vrai déroulement de ta vie. Exactement. Donc voilà. Une enfance un peu dure. Un peu difficile, alors pas difficile, mes parents sont des gens extraordinaires, mais bon, ce sont des familles d'ouvriers, ce sont des ouvriers, eux aussi, les retraités maintenant, parce que j'ai la chance d'avoir les deux encore avec moi. Et puis voilà, donc on était livrés un peu à nous-mêmes très tôt, on était aussi dans un quartier où il y avait des gens mal famés, mais c'est contradictoire, mais c'était très sécurisé, parce que tous les mauvais étaient là, donc il ne pouvait rien se passer. Et puis c'était l'époque où on prenait des mobylettes, on roulait sans casque, on partait pieds nus. C'était notre époque. On faisait la course avec la police, on s'en foutait. Enfin, c'était le danger, tu as toujours été là, mais il était différent. Il n'était pas aussi permanent qu'aujourd'hui. Les gens profitaient de beaucoup de choses, ils étaient moins cons que maintenant. On va se faire des ennemis là. Mais bon, tu vois, pas grave. C'était ça. D'accord. Et du coup, ta jeunesse, et ensuite, très rapidement, t'es venu travailler en boîte de nuit, donc tu faisais la sécurité en boîte de nuit, c'est ça? C'est ça. Écoute, j'avais même pas fini mon adolescence qu'un soir, je suis dans un club où je boxe depuis longtemps, d'ailleurs, ce soir-là, et puis il vient un mafieux du coin, très 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 costaud quand même, et reconnu sur le plan national. D'accord. Ah ouais. Avec 2 de ses porte-flingues à l'époque, tu vois l'image, c'est très très scénarisé ça, tu vois, t'as le mec qui arrive. Comme dans les films quoi. Ah ouais, mais c'est pas. De toute façon, en fait, les films sont les films s'inspirent de choses réelles, et donc si tu veux,
il arrive et puis il dit voilà, j'ai ouvert un autre club, dont un casino avec une boîte de nuit à l'intérieur et il me faut un videur. Tu vois, parce qu'on appelait ça des videurs. Ça, c'était où ça, ça, c'était à la Seine-sur-Mer. À la Seine-sur-Mer, ok. Et il est 22h et on est plus que 4 à s'entraîner. Et tu as le coach qui est là et qui dit bon, il y a une place de boîte de nuit à prendre, videur, à 500 francs par soir. Alors pour donner une idée c'est énorme. Du franc en euros, aujourd'hui ça pourrait représenter, je sais pas, 92 euros je crois. Ouais, mais à l'époque. Mais le pouvoir d'achat de 500 balles à l'époque, c'est comme si tu avais, sans mentir, hein, vraiment, hein, un billet de 500 francs. Aujourd'hui, c'est comme si tu avais en poche… 200 euros, 200, 300 euros. Ah non, non. Plus, je pense. Ah ouais, c'est comme si tu avais… le pouvoir d'achat. Si on fait une comparaison, c'est comme si tu avais au moins 800 balles. Ah ouais non, vraiment. À 800 euros, ouais, tu peux… Bah là, on est devant le café de Paris, là, Saint-Tropez. Là, c'est sûr que tu peux y aller et puis prendre une bonne bouteille. Tu vois, c'était pour te dire, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est simple, je vais te donner, puisqu'on est à Saint-Tropez, le Sénéquier, qui est le café sur le port, voilà, là où le café coûte super cher. Je sais pas combien d'euros. De mon temps à moi, quand c'était en francs que je venais travailler ici, le café c'était 50 balles, 50 francs. Donc imagine, je touchais 10 fois plus par soir. Et c'était déjà cher pour Saint-Tropez. Ah ouais. Voilà, donc moi je te dis un bon 700-800 balles, c'est l'équivalent, ouais, en pouvoir d'achat. Et donc moi je lève la main tout de suite, puis j'ai 17 ans, j'ai les cheveux super longs. Et comme je suis un peu bronzé, le mec il dit non, c'est bon, la petite gitane, enfin la petite fille, c'était plus ça, la petite fille. Ah ouais, d'accord. Ça m'intéresse pas. Et puis je faisais même pas 60 kilos, tu vois. Ah ouais, ok. Et je suis pas beaucoup plus épais à l'heure d'aujourd'hui, mais. Mais bon. Et moi, Marc, le coach, il dit écoute, ils sont que 4. Il reste plus que 4. Ils font un combat chacun. Celui qui gagne, ils font le dernier. On fait une demi-finale, une finale, on n'en parle plus. Ouais. Et je gagne mes 2 assauts. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et je gagne mes 2 assauts. Et bon, il se lève et il part et il me dit bon, sois pas en retard, vendredi, je te donne rendez-vous à la boîte, au Tropique. Ok. Et moi, j'arrive là-bas et un vendredi soir, donc je suis à l'heure, 23h, je suis là-bas. Et j'ai affaire à un mec qui s'appelle Alfredo. C'est un Italien qui travaillait pour une belle plage très connue dans le 06 qui s'appelait le Bounty à l'époque. Okay. Et qui vient prendre la direction de ce club. Et donc il a la grande classe, c'est l'Italien, un peu monégasque, tu vois, qui arrive au Sablette. Je me dis, si lui, il s'est fait enfler, je sais pas ce qu'il fait là. Ils ont dû lui promettre, je sais pas quoi. Rose et merveille. Ouais. Et il me dit, bon, ben ça va, alors il faudrait que tu m'apportes tous tes documents pour que je puisse te déclarer. Mais moi, j'ai pas 18 ans. Ah oui. Et je peux pas travailler dans un endroit où il y a un casino. Ah oui. Et tu vois. Ouais, et donc je lui dis, et on est au mois d'avril. Et je lui dis, ouais, tu peux compter sur moi, je t'amène ça. Et puis mai, juin, juillet, août, septembre, le mec, il n'arrête pas de me dire, oh. Et au mois de septembre, je dis, écoute, Fred, j'ai pas 18 ans, je ferai 18 ans qu'en novembre. Et puis, il me dit, espèce de salopard, hein, tu vois. Et il me dit, bon, écoute, je peux pas te garder. Il me dit, si j'ai un contrôle ou quoi, ça va être, tu vois. Bon, mais je pars. Et je vais travailler avec un ami à moi dans une boîte de Toulon. Et je pars à Toulon avec mon ami qui m'a appris le métier. Ouais. Qui est un king. Pour moi, c'est le sommet. À ce moment-là, c'est ton mentor. Ah, mais c'est lui qui m'a appris mon job. C'est-à-dire que quand moi, je sais que je vais travailler dans cette boîte, je vais taper à sa porte. Ok, d'accord. Je vais taper à sa porte. Je me rappelle, le mec qui m'ouvre, il est en robe de chambre. Dans le quartier, hein. Ah ouais. Parce que dans le quartier, lui, il fait trembler tout le monde. Ouais, donc tout le monde a peur de lui. Lui, il fait trembler tout le monde. Et non seulement parce qu'il a les arguments pour, et en plus, je te dis, la peur, lui, il la connaît pas. Ah ouais. Ouais. Et je vais le taper à sa porte. Et il me dit, pourquoi tu viens me voir à moi? Et j'ai dit, écoute, moi, c'est toi le meilleur. Donc, moi, je veux m'entraîner avec les meilleurs. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça le flatte, tu vois. Donc, il ouvre la porte et puis il était avec sa copine de l'époque. Il lui dit, bon, chérie, mets un repas en plus là. Il va rester manger avec nous. Et de ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. C'est-à-dire qu'il m'a appris mon travail, j'ai travaillé avec lui. L'hiver, je travaillais les week-ends, pas la semaine. La semaine, j'étais avec lui. De temps en temps, c'était rare, mais il y a 2-3 jours où il est tombé malade, je l'ai remplacé. Et c'était une boîte de nuit où mes meilleurs souvenirs sont là-bas. Si tu veux, c'était le niveau de classe sociale le mieux que tu pouvais trouver à Toulon, le truc que tu ne pourras jamais trouver à Saint-Tropez. Mais en tous les cas, tous les commerçants, chaque nuit, quand ils fermaient leur bar, ils venaient tous là-bas. Ils venaient boire un coup tous là-bas. Tous les militaires
tous les légionnaires, tous les Américains qui venaient, parce que chaque semaine au port de Toulon, tu avais, comme c'était un grand port militaire, des frégates qui. Tu avais chaque semaine des frégates qui venaient. Bien sûr. Alors, soit c'était les Américains, les Espagnols, les Allemands, les Tahitiens. Je t'en parle même pas quand même, les Tahitiens. Oh là là, c'était la bagarre sec. Et donc, cette boîte de nuit était ouverte chaque soir. Et chaque soir, et 2 fois par semaine, pardon, tu avais des trucs à thème. Tu vois. Et tu avais des soirées à thème. Soirées à thème. Ouais. Donc, le mardi, c'était soirée striptease. Il fallait que des crevards. Mais tu avais des belles nanas. Hein. Ouais, bah oui. Mais bon, et puis c'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas des barres de sécurité. Et puis à l'époque, en boîte de nuit, quand tu travaillais dans une boîte de nuit à 500 personnes, tu étais tout seul, mon pote. Ouais. Il n'y avait pas comme maintenant. 5, 6. 4 ou 5 devant. Ouais, voilà. C'est qu'à Paris qu'il y avait ça. Ouais. Et puis tu en as 7 ou 8 maintenant. Maintenant, tu as au moins 10 bonhommes partout. Ouais. Et donc. Putain, bah, le jeudi, tu avais ce qu'on appelait les soirées zouk, les soirées un peu afro, machin et tout. Donc là, tu avais tout le monde qui venait, toutes les gonzesses, ça voulait danser, ça voulait bouger du cul et tout, tu vois. Là, du coup, c'était la bagarre, là. C'était tous les soirs. Les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent. Moi, je te dis, mon pote, il est encore vivant, il peut t'en parler. Tous les soirs, c'était bagarre. Mais tout nous est arrivé. Coup de couteau, on s'est fait tirer dessus. Ah ouais. Tous les soirs. Ça a duré combien de temps, cet épisode? Ouais, des années. Mais des années. Mais moi, après, si tu veux, l'été, je travaillais dans une boîte de nuit au Lavandou. Okay. Donc l'hiver, parce qu'après j'ai commencé à partir à Paris pour faire une formation de protection rapprochée. J'ai commencé à travailler en protection rapprochée à la salle L'Empire, avenue Wagram, pour Dimanche Martin. À l'époque, c'était tourné les samedis, donc on protégeait un peu. Attends, Dimanche Martin, c'était les épisodes de Jacques Martin? C'était les épisodes de Jacques Martin. Avec les enfants, là, quand ils chantaient? Non, ça c'était l'école des fans. Ah oui, excuse-moi. Mais avant ça, tu avais Dimanche Martin, c'était, comment il s'appelait Philippe Chopin, qui était responsable de programmer des. En fait, tu avais beaucoup de stars qui venaient. Ok. Et donc, ça, c'était enregistré le samedi à l'Empire, directement, salle Wagram. Et c'était diffusé avant l'école des fans ou juste après, je ne sais plus. Mais à cette époque-là, tu avais 2 grosses émissions qui diffusaient les stars. Michel Drucker le samedi soir à Champs-Élysées. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et Jacques Martin. Ouais, bah ouais. Et oui, parce que moi j'ai fait Janet Jackson, Ricky Martin, Liane Folly, Aznavour, enfin des tonnes. Oh là, ouais. Mais bon, Tom Jones, enfin je t'en passais des meilleurs. Bien sûr. Mais c'était des accompagnements spontanés. C'était soit une demi-journée, soit une journée, tout au plus 2 jours. Ouais. Mais bon, c'était quand même des belles. Bah oui, des belles rencontres. Des belles rencontres. Andrea Bocelli, par exemple, une de mes meilleures Ah ouais. Ouais, en aparté. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça te met dans le métier tout de suite. Ouais, ça te fait entrer dans le. Ouais. Et après, dans le jeu direct. Et après, par contre, bon, ça paye pas. Hein. Tu gagnes de l'oseille, mais c'est pas non plus ce qui paye le mieux. Donc, tout ce qui est acteur-chanteur, c'était bien. Parce qu'à l'époque des années 90, j'ai fait tout ce qui était les boys bands. Ah oui, les To Be Free, tout ça. Alors, To Be Free, jamais fait. C'était d'autres mecs qui les faisaient. J'avais fait Alliage, les Worlds Apart, les G-Squad. Ah oui, oh là là, ah oui. À l'époque, tu avais Organize, que j'adorais d'ailleurs. Ah ouais. Organize, il y avait du budget. Oh. Ah oui. Ils avaient tourné avec Adriana Carambeu aux États-Unis. Ah ouais. Attention, les vidéoclips, ça envoyait du lourd. Aujourd'hui, les gens, ils savent plus ce que c'est. D'ailleurs, Phil, je l'ai retrouvé en Roumanie des années plus tard. Oh, dis donc. L'un des deux. Après, j'étais bien resté avec quelques-uns d'Alliage et des G-Squad. Super mec. Mais bon, il faisait trembler toutes les gonzesses. Ah là ouais. Là, ça devait être fou là. Du coup, et en même temps, j'avais un contrat beaucoup plus long avec Alan Théo, qui à l'heure d'aujourd'hui est toujours mon pote, Alan, et qui est un super mec. On n'en a pas trop parlé, mais du coup, boîte de nuit, donc Toulon, après Saint-Tropez. Alors Toulon, plusieurs à Toulon. Le Lavandou. Ouais. Et d'autres villes qui sont si tu veux, dans le cheminement. Ouais, d'accord. Okay. Je te dis hier, par exemple, les Palmiers. Et puis on était appelés partout. Et puis, en plus de ça, à l'époque, c'était la mafia qui tenait tous ces clubs de boîtes de nuit, de bars de nuit, de restaurants de nuit. Donc, des fois, il y avait des atouts politiques. Il fallait aller... faire un peu des déménagements, on va dire, lors de réunions politiques. Ok. Ouais, c'était voilà, bon, ça faisait partie du Tu penses que je monte là à gauche? Tu peux, ouais. Ouais, je monte. Ouais, tu peux, ouais, sans problème, ouais. Ouais, donc du coup, Ok, donc il y avait un engagement et après, donc t'es arrivé sur Saint-Tropez et là, c'était toujours la bagarre.
Alors, si tu veux, à Toulon, avec mon ami, on s'est arrêté de comptabiliser les bagarres à la 150e. Wow, je te l'appelle tout de suite, tu lui demandes le cahier des bagarres. Et chaque soir, quand on rentrait… Le cahier des bagarres ouais, je te jure, exceptionnel. Chaque soir… Non mais attends, il nous est arrivé un truc… Raconte. Un soir, je te jure, c'est le seul soir où il ne se passe rien dans la boîte de nuit. Ok. Et parce qu'il y avait bagarre tous les soirs. Ah ouais, oh là. Avec des militaires, des légionnaires, tout ce que tu veux. Oh là 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 Et donc, ouais. et des fois, c'était Ça deux… doit pas être des bagarres faciles là quand même. Non, c'était pas facile. Des fois, c'était deux, surtout quand tu as des Américains qui font 1m80, tu as des blacks qui sont comme ça, et ils sont rodés, c'est des GI. Quand ça boit et que ça s'en… Tu sais que tu avais la PM, la police militaire, qui passait dans la ville 3-4 fois dans la nuit pour demander si tout allait bien. Par contre, quand la PM elle passait, c'était tous au garde à vous. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Mais bon, après les mecs ils sortent. Mais à l'époque, c'était comme ça. Ouais, bien sûr. Et un soir, tout va très bien. Et on avait l'habitude, après la boîte, donc à 5h du matin, d'aller sur le port de la Seine, rejoindre un copain à nous qui avait une petite camionnette, une estafette où il vendait des sandwichs, des cafés, tout ça. Ouais. Et donc, on allait prendre un truc à bouffer et boire un café. Et un jour, tu as deux mecs qui arrivent. Et ils sont casse-couilles. Tu vois, ils sont là et ça cherche. Et moi, je me dis, attends, il est 5h30 du matin, on va aller se coucher. La soirée s'est bien passée. Voilà. Et mon ami, lui, ça passe pas. Ah ouais. Et à un moment donné, les mecs, et ça le français, et tu comprends, et si, et ça. Allez les gars, allez français, allez, je vous paye à déjeuner. Et lui, il leur répond en leur disant, écoute mon pote, moi je vais certainement pas déjeuner avec toi. Et ça démarre. Et ça démarre. Et c'est parti quoi. Et c'est parti, 2 contre 2, mais il y a un calibre qui sort. Ah ouais. Et qui tombe. Alors tu parles, moi de suite, je me dis putain, ça va tirer. Et l'autre dans son estafette, parce qu'on est quand même à la Seine-sur-Mer, tu as un quartier qui s'appelle la Cité Berthe, qui est plus grand que toute la ville. Ah ouais. Tu vas retirer 100 balles le soir à minuit, tu te prends un coup de couteau dans le dos. Ah ouais. Et là, je me dis putain, donne-moi le fusil. Et je vois que, tu sais, il a une glace au fond de son estafette et tu vois l'étagère d'en haut. Et il a toujours un fusil à pompe là. Et là, je regarde, je le vois pas. Et je lui dis, vas-y, donne-moi ton fusil. Parce que nous, on tire, on s'en fout. À cette époque-là, c'est ça. Ah ouais. Ah, c'était chaud. C'était chaud, ouais. Et il n'a pas de fusil. Et ça se bagarre, ça se chiffonne et ça s'éloigne un peu. Putain, je prends la bagnole. Et à l'époque, c'était la voiture de mon beau-père, c'était une Audi 100. Ouais. C'était les carrés là. Ouais. Je prends la voiture, je fais une marche arrière. Et je lui dis à l'autre, vas-y, saute. Et au lieu de sauter à côté, il me saute à moi dessus. Et on part à fond. Oh là là là. Et les mecs, ça se démarre course-poursuite. Moi, je pile pour qu'ils nous oh rentrent dedans, on redémarre. Et on voit que les mecs refont demi-tour, direction le port. Je me dis, on rentre, pose la voiture, va chercher le fusil de chasse 12 cross-scié, canon-scié, 9 mm Beretta. Et c'est tout de l'illégal, là. J'imagine que j'étais dans l'illégalité la plus totale. Il n'y a personne qui est… Et puis moi, j'avais jamais fait de tir à cette époque-là. Lui encore moins, lui qui déteste les armes en plus. Ah ouais. Et on rentre dans la maison, on prend sa voiture à lui. Alors lui, sa voiture, je t'explique, c'est CX, capot rouge, une portière toute verte. D'une autre couleur. Une portière toute verte. Ah ouais. Et je me mets derrière, vite baissé, canon scié à la main. Oh là là. Et on repart sur le port. Mais on part à l'aveuglette, on ne sait pas où on va. Et on les voit dans un bar qui s'appelle le bar du port. Et la voiture garée, eux dedans. On fait demi-tour, on se met 4 voitures derrière. Et il y en a un qui sort pour aller pisser dans la rue. Le plus bâtard des deux en fait. Et je me dis, ça tombe bien. Je pose le canon scié et je prends le Beretta et je le mets à la ceinture. Et on part et il me dit, donne-moi l'arme. Je dis non, je la garde moi l'arme. Parce que moi je t'explique, je tire. Hein. Ah ouais. J'étais parti, tu m'as sorti une arme une fois, c'est parce que tu voulais me tuer. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de cadeau. Je dis pas que je l'aurais tué. Mais en tous les cas, j'aurais tiré dessus. Et probablement tué. Et donc on part et lui me dit, non, mais donne-moi-le. Parce que lui me connaît, il sait que je tire. Ouais. Alors il me dit, mais donne-moi-le. Mais moi je sais que lui il tire pas. Et je dis, attention, tu tires. Il me dit, je te promets, je le fais. Et je lui donne. Et il arrive, donc il marche plus vite que moi, et il arrive et il sort le truc, et l'autre il est en train de pisser. Et il le braque et il lui dit, bouge pas. Mais en fait, quand il fait ça, je sais qu'il fait ça juste pour que le mec il parte pas en courant parce qu'il veut se bagarrer. Il veut pas lui tirer dessus. Ouais. Donc à un moment donné, il baisse un peu l'arme. Mais le mec, il est couilleux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de partir et de se faire dessus, il fait semblant de partir et il lui fonce dedans. Et lui, quand il voit qu'il lui fonce dedans, il laisse tomber l'arme par terre
et ils se bagarrent. Tu vois. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me dis, se bagarre. Et puis ça bagarre, ça envoie copieux là. Ouais, ça envoie sec. Donc je me dis tête à tête, les mecs, je laisse faire. Ouais. Tu vois, d'homme à homme, c'est comme ça qu'on fonctionne nous. Ouais, très bien. Et à un moment donné, le mec il tombe et il récupère l'arme et il y a entre eux 1,50 m. Et je vois qu'il prend l'arme et qu'il cherche à voir s'il est engagé. Il engage, il le braque et je me dis ça y est, il va lui tirer dessus. Et moi, instinctif, c'est mon frère, c'est mon ami, je me mets par devant, je le décale derrière moi et en faisant ça, je le fais tellement vite qu'on perd l'équilibre et on tombe tous les deux. Mais en tombant, le coup il part. Enfin, lui il tire. Et quand il tire, je te jure que la balle, je la sens siffler à côté de moi. Mais ça blesse personne, elle termine dans le mur. Et on est dans un coin de mur. Je le relève, on se relève, on part en courant et l'autre il décharge. Tout charge là. Mais il ne nous touche pas. Et il y a un camion de poubelle qui est là. Et mon ami, tout le monde nous connaît au quartier, mais surtout lui. Lui, je te dis, après le maire de la ville, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, il fait trembler tout le monde. Ouais. Et là, on monte dans le camion de poubelle et on se cache et on lui dit, vas-y, ramène-moi la voiture. Tu vois, et il nous restait encore le 12. Donc il nous ramène à la voiture et après voilà. D'accord. Ah ouais. Et voilà quoi. Tu vois. Sacrée histoire. Hein. Ah non mais des comme ça j'en ai des tonnes. Wow. Tu t'es occupé, donc tu as fait la sécurité privée pour un multimilliardaire qui s'appelait Marc Chouraki, si je dis pas de bêtises, pendant 5 ou 6 ans. Et du coup tu as pas mal d'anecdotes à raconter, mais si tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment ça se passait en tout cas, la sécurité rapprochée avec des personnes comme ça. Ouais, lui, si tu veux, c'est de la vraie protec. Alors, il était multimillionnaire. Il n'était pas multimilliardaire, ok. Mais c'est bien de préciser. Ouais, bah oui. Mais il était très à l'aise dans tous les cas. Très, très à l'aise. Et tu sais, quand tu possèdes plus de 100 millions, c'est fini, c'est bon. Hein. Ah oui. T'as plus de problème. Il n'y a plus de soucis, Ouais, en tous les cas, sur un compte courant. Tout va, voilà. C'est sûr, ouais. Et, tout va bien. Tout va très bien. Et donc, si tu veux, la protection que tu fais avec ces gens-là qui sont privés, non connus, mais peut-être ciblés par une catégorie de malfaisance qui peut être un kidnapping, surtout que nous, on vivait tu m'étonnes. Dans les pays de l'Est, c'est-à-dire qu'on a vécu en Roumanie et en Russie, et où il nous est arrivé quelques anecdotes que je te raconterai. Et donc, si tu veux, quand tu protèges ce type de personnages qui ne sont pas connus, mais qui sont sujets à être enlevés pour des demandes de rançon et à être heurtés, c'est-à-dire blessés, voire même, puisqu'on s'en fout, personne ne les connaît. Donc, si tu veux, l'intérêt général, voilà, c'est pas comme si tu enlevais un journaliste de suite. Voilà, c'est les médias, ça y est, c'est parti. Voilà, là, il n'y a pas de médias, on s'en fout. C'est comme si demain, tu prenais quelqu'un je te dis une connerie, de la famille Arnaud. Donc, bien sûr, lui, il est connu parce que le papa, même le fils est connu. Multimilliardaire, mais... Le papa est connu pour être multimilliardaire, le fils pour ses conneries, en tous les cas. Ouais. Mais en tous les cas, ces gens-là, c'est de la fortune privée. Donc, ça se protège différemment. Et bien sûr qu'on a vécu dans les pays de l'Est, donc il était sujet peut-être à être une cible où il a été déjà, entre autres, une fois, une cible où ça a failli mal se passer. Et donc, ces gens-là, tu les gères d'une manière totalement différente. L'avantage qu'il y avait avec lui, c'est qu'il était fils unique, beau gosse, enfin qu'il est toujours parce qu'il est vivant encore, beau gosse, et un peu trop orgueilleux. Ça lui a coûté pas mal de problèmes d'ailleurs. Ouais. Et en tous les cas, dans son domaine, il était très bon. Ouais. Voilà, le père, c'était un dirigeant de... Ouais, son père, c'était le directeur général du groupe L'Oréal. Ah oui. Le père, c'est de la bombe atomique. Le père. Ouais, c'est un très bon. Ouais, le père, c'est un très bon. Enfin, c'était malheureusement un peu cher. Okay. Mais c'était un très bon parce qu'il avait... c'était un petit bonhomme, mais qui avait une intelligence folle, démesurée, un savoir-vivre... fou, complètement fou, mais c'est lui qui avait ouvert à l'époque. En fait, si tu veux, je vais pas raconter son histoire au plus profond, ça serait à son fils de le faire, mais en gros, il démarre, il est apprenti dans un laboratoire de parfumerie pendant la guerre. Voilà. Okay, donc L'Oréal pendant la guerre, ça vaut rien. Et puis, après-guerre, il se forme un peu plus, et puis il connaît son métier par cœur.
Et puis, il prend des parts dans la société qui rentre en bourse. Il franchit les échelons, il devient chef, et puis encore plus grand chef, et puis directeur, et puis après, il arrive là où il est. C'est lui qui ouvre le marché sur le plan russe de d'accord. L'Oréal, enfin, entre autres. Donc, en fait, si tu veux, quand son fils lui a dit « Papa, je veux aller en Roumanie pour développer, pour moi faire aussi ce que toi, tu as fait aussi », ben, le père trouve ça intéressant. Bien sûr. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive en Roumanie. Mais lui, si tu veux, au départ, il aime faire la fête, il n'aime pas les tatouages, il n'aime pas les mecs qui boxent, il n'aime pas les mecs de quartier. Et moi, je suis tout ça. Je suis claffi de tatouages. Les sports de combat, ben, c'est ton truc, je ne suis pas un champion du monde, hein, ouais. mais ça fait partie de mon quotidien tous les jours depuis l'âge de 6 ans. Donc je ne sais, voilà. Ouais, tu sais faire que ça, quoi. Et puis à un moment donné, il se découvre que à ses anniversaires, comme il est con, il n'y a personne, il n'y a que mes amis à moi. Ah ouais. Donc du coup, donc là, Marc, donc celui à qui tu fais la sécu rapprochée, du coup, il n'a pas de potes. Du coup, à ses anniversaires, c'est toi qui viens avec tes potes. Il a très peu de potes, et les potes qu'il a, c'est des mecs qu'il ne voit jamais. Ah ouais, donc d'accord. Tu vois, mis à part un ou deux, que c'est des copains d'enfance qui viennent avec leur femme l'été, carré, une semaine dans la villa quand il les invite. Ouais. C'est pas des mecs avec qui il va avoir. Faire la bringue et tout. Il va pas aller faire la bringue, ramener 18 modèles comme il faisait tous les soirs quand on était à Moscou. Tu vois. Ouais, c'était ça. À Moscou, il ramenait tous les soirs 10 gonzesses. Et encore 10, c'était gentil. Arrête. Ben, bien sûr. Tous les soirs, c'était ça. Et d'ailleurs, c'était tous les soirs, parce que tous les soirs on sortait, parce que tous les soirs on était au restaurant, parce que tous les midis il se levait, tous les 13h il fallait faire du shopping. C'était une vie. Ça, c'est la vie du quotidien du mec. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et à un moment donné, il y avait des endroits où il fallait rester au bureau, que ce soit en Russie ou en Roumanie, ça durait 3 heures. Mais dans le temps, c'est trop bien. Et puis, tu avais les rendez-vous d'affaires, c'était dans un resto. Donc tous les jours, ça sortait. Tous les jours, ça sortait. En boîte de nuit, au restaurant, en boîte de nuit. Tu sais, et on est à Saint-Tropez là. Et lui, il avait une maison ici. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il ne vit plus ici. Il avait une maison ici. Du 1er juin au 31 août. Il sortait tous les soirs. Tous les jours, on était là, on faisait descendre un camion. Tu vois, on croise une Rolls là. Ouais, un Cullinan, ouais, le 4x4. Voilà. Ouais. Donc lui, c'était un des premiers à avoir la Phantom ici. Enfin, en avoir deux d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Donc ça descendait un camion de Suisse. Il y avait Pagani Zonda S, Pagani Zonda F, les siennes. Hein. Un 55 AMG classique pour la plage. Ouais. Tu avais 2 Rolls pour sortir le soir, et pour nous et pour les filles. Tu avais la voiture du chauffeur, et enfin, tu avais tout ça. Ah ouais, c'est bien évidemment. Et il y avait mes Lambo à moi, c'est-à-dire une des miennes, on en reviendra dessus après. Ouais. Et donc, il pouvait en conduire qu'une par soir. Hein. Donc, le chauffeur se tapait toutes les gonzesses à conduire les filles. Lui, il était avec une Pagani. Attends, le chauffeur, c'est lui qui amenait les gonzesses, mais du coup, c'est lui qui s'est tapé. Non, il se les tapait pas. Ah, j'ai cru ça. Quand je dis se les taper, c'est-à-dire qu'il se les coltinait dans la voiture. Ah oui, ok. Marc était devant avec une Pagani. Ah oui. Alors, soit la S, soit la F. Et moi, j'étais derrière, soit avec une de ses voitures à lui, soit avec ma Lambo à moi. Et on arrivait là, pas loin, tu vois, il y a un resto qui s'appelle maintenant je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ça va me revenir, mais à l'époque c'était le Salama, là, par là, non ? Le Salama, exactement. Voilà, ouais. Maintenant c'est le Salama. Et d'ailleurs, tu as un portier qui est très bon et qui est un pote à moi qui s'appelle Franck, qui est là depuis 20 piges, même plus que ça, je crois. Ah ouais ? Et à l'époque, c'était la Villa Romana. Ah oui, Villa Romana, effectivement. Ouais. C'était le bordel tous les soirs, le feu. Ah ouais. Ouais. Il y avait un mec qui tenait ça, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, Jean-Luc, je crois. Je ne peux pas me l'encadrer, c'est une tête de con, celui-là. Mais mais par contre, Francky, c'était mon pote, les serveurs, Booba, c'était mes amis. Enfin. Et tous les soirs, et c'est un endroit où tu te faisais assassiner, hein. La focaccia, elle coûtait 100 €. Comme la pizza à la truffe, quoi. Là, maintenant, c'est la pizza à la truffe de maintenant, quoi. Ouais. Et le restaurant préféré de Marc, c'était tous les soirs Villa Romana, quasiment tous les soirs. Bon, c'était un peu aussi cheval blanc. Ah ouais. Ça pouvait être. Mais à l'époque, c'était donc tous les soirs, c'était quasiment Villa Romana. Ensuite, c'était les caves. Le circuit quotidien, c'était Villa Romana, les caves du Roi. Du cave du Roi, on partait VIP. Et du VIP, 5h du mat, fermé, on partait, on rentrait à la maison. Et donc après, after à la maison ? Pas d'after à la maison, jamais. Jamais d'after à la maison ? Non, jamais. Ah ouais ? Ça, c'était privilégié. Déjà, moi, je n'étais pas d'accord. Après, si lui, il aurait voulu, on aurait pu, parce que c'était chez lui. Hein. Mais on a été toujours conditionné, enfin, j'ai toujours fait en sorte que tout se passe ailleurs qu'à la maison. Ah ouais. Alors, à la maison, tu avais
avais 6 chambres, donc tu avais toutes les gonzesses en bas parce qu'il y avait des filles qui venaient. Et bah oui, toute la soirée. Ah oui, j'imagine bien, ouais. Donc, bah oui. Voilà, et le chauffeur partait toutes les semaines changer les filles. Il y en a qui venaient d'Ukraine, il y en a qui venaient de Russie. Ah ouais. Voilà. Moi, tu avais des nanas qui me disaient putain, c'est les meilleures vacances du monde. Je suis payé à rien faire. Je suis là, je bronze et personne ne me touche. Donc je t'explique, quand il y en a qui partaient, il y en a qui c'est passé par moi. Ah ouais. Ah bah ouais, moi je me faisais plaisir. Bah oui, je me faisais plaisir. Ah ouais, bah tu ils ne touchaient même pas. Ils s'en foutaient. Ah oui, ça permettait de faire joli quoi. Ils s'en foutaient. Mais tu sais qu'à l'époque, là maintenant c'est courant. Tu vas voir dans tous les endroits que tu vas, que tu ailles, on s'en fout des noms, mais dans tous les restaurants où tu peux aller maintenant, tu vois toujours des tables de belles nanas, des avions de chasse, comme on l'appelle. Ils les mettent ici. devant. Elles sont là, elles boivent un verre ou elles mangent une tomate mozzarella. Elles sont là en fait parce qu'elles savent que dans la soirée, tu as des mecs qui vont venir et qui vont les inviter. Ah ouais, bah ouais. Mais ça avant à Saint-Tropez, tu n'avais pas. Ce qu'on appelle des michetonneuses, parce que michto en langue roumain, ça veut dire tout autre chose. Ça veut dire quelque chose de bien. D'accord. Michto, c'est joli. Mais là, en l'occurrence, les michetonneuses à Saint-Tropez, tu n'en avais pas beaucoup. Hein. Et celles qui avaient, tout le monde les connaissait. Et moi, ça m'est arrivé en 2005. Un jour, on est au comptoir, parce qu'on était toujours au carré VIP des Caves du Roi. D'accord. Et là, on est au comptoir parce qu'il y a un copain qui fête la naissance de sa femme. Et de son fils, tu veux dire. Voilà, de son fils, exactement. En fait, c'est un garçon. Okay. Et il est là, il a une bouteille. Et moi, je passe, et comme je connais un peu tout le monde, et on prend un verre. Et là, sans faire exprès, c'est parce que les caves, l'été, c'est compact. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu vois. Et le mec, Tu penses que je le suis ou pas là? Non, tu peux pas. On va être. Ouais. Et en fait, je marche sur les pieds d'une nana, pas trop méchamment, mais je me retourne et je m'excuse et je me trouve sur une femme, mais d'une beauté sans nom. Et bien sûr, et je m'excuse donc en anglais parce que des Françaises comme ça, il y en a très peu. Mais en tous les cas, s'il y en a, elles ne sont pas au comptoir d'une boîte de nuit. Ok. Et elle me dit, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais là toute seule, machin et tout. Et elle me dit en anglais avec son accent, ah, si toi tu veux parler avec moi, c'est 1000 €. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah dis donc, c'est. Tu vois. Et putain, donc, c'est cher pour la discussion là. Voilà. Et donc en fait, et maintenant c'est plus cher. Hein. Et je rigole et je lui dis, ma grande, si tu savais ce qui m'attend à la maison, t'es pas prête. Tu peux faire la queue et prendre ton ticket et attendre. Et tu penses que Marc, là, du coup, celui pour qui tu bossais, c'est lui coûtait combien dans la soirée? Enfin, c'est une soirée lambda. Alors, je vais dire, c'est simple. Une soirée lambda à Saint-Tropez. Alors, à Saint-Tropez, il ne se promenait pas avec 10 nanas. Il y en avait 3-4 qui étaient avec nous. Saint-Tropez, c'était quand même les vacances différentes. On était à la maison, on est au village, on est à Saint-Tropez. Ouais. On s'éclate tous les jours. Parce que, si tu veux, quand on rentrait à 5 h du matin, moi, à 9 h 30, j'étais debout pour m'entraîner. Donc, c'était dur pour moi. Parce qu'il fallait. C'est ce que je fallait, en fait, si tu veux, il fallait très vite, au bout de 2 ans, très vite, il fallait que je joue le rôle du copain, du garde du corps, du directeur, du mec qui allait retirer de l'argent en Suisse dans la banque en cash, parfois jusqu'à 7 millions, pour ensuite faire ce qu'on appelle le bar. Attends, tu allais retirer au coffre-fort de 7 millions d'euros en cash. On appelait la banque, j'allais à la banque, dans une banque suisse, qui m'attendait, où tu rentres par derrière d'ailleurs, tu touches même pas la porte. Si tu as une reconnaissance par un mec de sécu qui te connaît, il t'ouvre la porte, tu arrives, tu rentres derrière. Tu as un mec qui vient en nœud de papillon qui te met la clé dans un ascenseur, tu montes au 3e étage, tu es reçu par des nanas, on te file un café avec des chocolats suisses et tu viens parce que les gens savent que tu es là parce que tu viens retirer du cash. Et tu as des mecs qui t'amènent des sacs où dedans il y a 1, 2, 3. Le maximum que j'ai fait c'était 7. Attends, 7 millions, c'est dans quoi? Dans plusieurs valises? Dans 2 sacs. 2 sacs? Ah oui, c'est en billet de 500. Une barre, c'est ça. 1 million, c'est ça. C'est pas beaucoup. Enfin, en liasse de 500 là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Donc c'est ça. Et donc, toi, tu repars, tu as la Rolls en bas, tu mets ça dans le coffre et tu passes chez Audemars Piguet, Boucherère, rue du Rhône. Tu passes chez, à l'époque, c'était Monsieur Glad qui était chez Franck Muller. Tu passes chez Gérard Perregaux, chez FP Jour. Enfin, tu fais tous ce qu'on appelle les bars des horlogers. Et donc, tu t'arrêtes et tu dis, voilà, je veux ça là. Mais comment on te connaît? On te les donne à toi. On te les donne. Et donc, tu les prends et tu t'en vas et toi, tu montes. Ah ouais, tu payes pas là? Non, tu payes pas.
Tu pars, tu arrives chez Marc, et Marc te dit, bon, je veux celle-là. Ah oui, d'accord. Celle-là, oui, celle-là, non. Et moi, il me dit, celle-là, elle te plaît, celle-là? Tiens bien celle-là. Tiens, prends celle-là. Cadeau. Cadeau. Exceptionnel. Et il te dit, bon, et puis il y a des fois où il te dit, parce que ça, c'est pas qu'une fois, c'est plusieurs fois. Et des fois, il te dit, bon, il n'y a rien qui me plaît. Machin. Donc, soit tu as le temps de redescendre les montres, et tant mieux. Soit c'est le chauffeur qui les redescend, soit si tout le monde part, tu pars avec ils envoient un mec qui vient les chercher à la maison. Et je vais te dire un truc qui va faire parler beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent. Ouais. En Suisse, les diamants circulent par la poste. Mais non. Mais oui. Et donc, moi, j'ai un copain, André, qui sertit des montres de diamants pour des grosses marques. Il reçoit ses diamants par la poste. Mais délire. Et un jour, Marc se fait faire 2 grosses boucles de ceinture, une pour lui, une pour sa copine. Ah ouais. Et c'est André qui les sertit de diamants. Et je suis avec lui au bureau et il me dit, tiens, et il me dit, tiens, j'ai les pierres qui sont arrivées. Et moi, je vois une boîte. Et je dis, mais comment? C'est le facteur qui t'a mis ça. Il me dit, ben ouais, le diamant en Suisse circule par la poste. Ah oui, délire. Pourquoi tu feras pas ça en France? C'est sûr que non. Hein. Alors maintenant, je sais pas, hein, mais à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, ah ouais. Alors, putain, certainement pas un gros caillou, machin. Ah ben non, mais je peux te garantir que la marchandise que moi j'ai vue à plusieurs centaines de milliers, elle circulait par la poste. Voilà. Tiens, du coup, Franck, est-ce que tu peux me ouvre-moi la boîte à gants? Yes. Et il y a une petite sacoche noire. Et tu vas me dire, tu vas l'ouvrir et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ouais. Oula. Il y a de l'oseille là. Il y a de l'oseille là. Alors, il y a des dollars. Ouais. Il y a des 200, il y a des 500. Bon, c'est bon. Et je suis pas venu pour rien aujourd'hui. Ouais, magnifique. J'aimerais bien que ce soit des vrais, malheureusement. C'est pas le cas. C'est pas des. Tiens, alors ça me fait penser. Alors tu vois ça, les 200, bon, ça me fait penser à pas grand chose. Les 500, ça me fait penser à toute cette vie-là. Ah ouais, et les dollars, bien évidemment, ça me fait penser quand je vivais aux États-Unis. Mais. Putain, dis donc. Et t'as oublié les francs suisses? Ah, les francs suisses, ça va là. Les billets de 1000 francs suisses. Ah ouais. Et certains billets de 1000 dollars d'ailleurs. Et du coup, quand tu faisais la sécu, donc quand tu faisais de la sécu rapprochée, ouais. tous les jours, toi, du coup, tu as de l'argent sur toi. Alors, c'est un peu. Quand les 3/4 du temps où j'ai travaillé en protection rapprochée, que ça soit avec des Saoudiens, des Émirats, des Ruskov ou ce que tu veux, j'avais pas cette fonctionnalité-là. Très peu. C'est rare. Mais par contre, en revanche, quand j'étais avec Marc, j'avais ce rôle-là. Enfin, ce rôle-là est devenu. J'avais toujours sur moi minimum 100 000 euros. Oh. On avait quelques American Express, mais à cette époque-là, les années début 2000, 2010, c'était que du cash. Pourquoi? Parce que la Roumanie rentre en vigueur, la Russie rentre en vigueur. Tout le monde a du cash. Quand tu dis rentre en vigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils deviennent tous riches. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. La Roumanie rentre dans. D'ailleurs, ces années-là à Saint-Tropez, t'as que des Roumains qui arrivent et des Ruskov. Ça pose des yachts de 40 mètres avec un hélicoptère. Ça loue des tables. Tu vois le Tahiti? On parlait passer devant le Tahiti tout à l'heure. Tahiti, c'est un hôtel. C'est un des seuls hôtels sur la plage. Tahiti est réservé. T'avais le drapeau français et le drapeau roumain. Que des Roumains. Roumains, Russes. Tu vois? Ah ouais. Et la Roumanie en 2007 rentre dans l'Europe. Bam! 44 milliards de fonds d'investissement. Bien évidemment, tu as une partie qui est partie à ouf. Ouais. Les Russes se découvrent des milliards partout. C'est qu'à l'époque, avec Marc, on avait les téléphones Vertu. Bien sûr, ouais, voilà. En or et tout là. Le premier, c'était le signature premier, ça valait 10 000. Celui qui était en or, c'était 20 000. Et celui qui était en diamant, c'était 30. Bon, il avait les trois. Et moi, j'en avais un. Je te jure, un jour, j'étais au café Pouchkine à Moscou. Et il y a un Russe qui vient qui me dit ah, téléphone Vertu. Oh, moi aussi, j'ai Vertu. Mais moi, je l'ai acheté 20 000. Et je dis, ben, tu me donnes 20 000, je te le donne de suite. Et il m'a filé 20 000. Wow. Pour un téléphone de 10. Pour te dire comment les Russes fonctionnaient à l'époque. C'est pour ça que moi, j'ai connu des mecs à Nice, agents immobiliers. Ils ont fait 7 millions. Ils sont devenus millionnaires en un achat. Ils ont vendu des villas plus chères que leur prix à des Ruskov. Parce que les Russes, ils ne voulaient pas attendre, ils voulaient acheter. Tout ce qui est cher, tu as vu quand on te dit, tu te rappelles de la pub qui te disait pas assez cher, mon fils? Oui. Voilà, ça c'était la pub en Arabie Saoudite.
Les Arabes, c'est fini. Ils ont compris la douleur. Pendant des années, ils se sont fait enfler ici. Ouais, pendant non, des années, c'est plus malin. Pendant des années à Paris, à Saint-Tropez. Mais après, ils sont pas cons. Ils savaient. Quand je te parle des Arabes, je te parle de l'Arabie Saoudite. Hein. Oui, bien sûr. Les Arabes Saoudites. Donc voilà, les Saoudiens et voilà. Ouais. Donc eux, quand ils venaient Pays là, du Golfe. voilà, pays du Golfe. Voilà. Quand ils viennent ici, quand ils viennent en novembre pour faire les cadeaux pour repartir après, quand ça descend chez Louis Vuitton, moi je l'ai vécu. Hein, ça te fait ouvrir Louis Vuitton à 23h le soir. Oh là là, oui. Et ça fume dedans et ça mange du McDo. Et pendant qu'il y en a un qui défile et qui dit voilà. Ah ouais, c'est fou. Il n'y a personne qui pourra te dire le contraire. Il n'y a personne qui pourra te dire le contraire. Et c'est fou. Non seulement ça, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que des fois, ça achète rien. Ouais. Mais quand ça achète pour cher. Voilà. Ouais. Donc, à eux, ça leur coûte de l'argent quand ils font ouvrir. Imagine, ils achètent rien. Ils ont fait ouvrir, ils ont payé. Ah, tu penses pas, non? Non, parce que du coup, s'ils payent, ils vont filer de l'oseille. En général, ils se font pas mal voir. Ils sont toujours bien fait voir. Ouais. Mais quand ça paye en cash. Ah ouais, donc du coup, ça paye en cash. Derrière, tu as le chauffeur, il a une enveloppe. Enfin, il a des sacs, des journaux avec des valises dedans, avec des montants. Moi, j'ai travaillé pour un mec, je te dirai pas son nom, je peux pas te le dire. Mais on allait au Monte Carlo B à Monaco, ça appartient à la SBM. C'est un hôtel, c'est le seul hôtel qui a piscine avec du sable dedans, qui démarre à l'intérieur de l'hôtel, qui finit dehors et qui est construit sur l'eau. Wow. Monte Carlo B, il louait toujours un étage. Je ne dirai pas lequel non plus, pour pas qu'on le reconnaisse. Mais j'arrivais du Koweït avec une vingtaine de millions de dollars en espèces. Oh là là. Atterri à Nice, à l'aéroport privé, parce qu'à l'aéroport privé, maintenant, tu as un T3 maintenant. Tu as un terminal. Avant, il n'était pas là, ce terminal. D'accord, ok. Voilà. Ouais, je suis jamais allé, non, je connais pas, mais enfin. Donc, tu avais des grosses valises Samsonite avec remplies d'oseille. Enfin, il y avait des habits, mais aussi il y avait de l'oseille. Tu avais tout l'étage réservé pour le staff, pour lui. Le yacht qui était sur l'eau, avec les enfants et la femme sur le bateau. Quand la femme venait à l'hôtel, lui, il était sur le bateau et vice-versa. Donc, quand il arrivait, il fallait que les Ferrari, Bentley, Mercedes, lui, n'était pas Rolls, Bentley, Mercedes, Maybach et Lambo étaient déjà loués et devant l'hôtel. Cherche, tu peux faire comme tu veux. Quand il est arrivé, il fallait qu'il regarde, qu'il se dise voilà, je suis à la maison. Et tout ça, c'était payé en cash. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'était payé en cash. Donc ça, c'est premier plan. Ensuite, donc Marc, si tu veux, c'était complètement différent. C'était pas la même façon de voir les choses. Il avait son offshore, il avait une cigarette. Ok, ouais. Donc un bateau long, super puissant. Ça fait 12 mètres que tu vois sur Miami, 1000 chevaux. Il avait le sien, il en avait un neuf et il m'avait donné le sien d'avant, qu'on avait retapé à ma couleur, machin et tout. Celui-là, je mettrai une photo là, voilà, donc, du coup les gens vont le voir en photo. Donc on se tapait des courses à 100 km/h ou 120 km/h, c'est beaucoup hein, sur l'eau. C'est énorme. Et on se faisait des sauts où on calculait qui c'est qui restait le plus longtemps dans les airs. Et en fait, tu avais un mec. Donc, c'est-à-dire que tu as un mec qui a un appareil photo Non. En fait, ici, tous les étés, tu as un mec avec un hélico, une alouette et un chauffeur et un photographe, à côté. Ils ont l'habitude de prendre les bateaux en photo et toutes les cigarettes. Donc le mec, après, il vient te voir et il te pose. Il te dit voilà, je suis tel endroit, tout le monde le connaît. Et le mec, le pilote, c'est un artiste parce qu'il arrivait à te suivre en bateau, en marche arrière, et le mec te shootait. Putain, oui. Et donc, nous, on comptait dans les airs 1, 2, 3, 4e seconde, le bateau. Ah ouais. Non, mais on tapait du lourd. Et le bordel. Et on faisait attention aux flics parce que lui, un soir, il est rentré, il a coupé un CRS. En fait, il a coupé un scooter des mers en deux. Wow. Et il était rentré, il était un peu méché. Et le mec, c'était un CRS avec son fils. Donc, on lui a filé de l'oseille en espèces et ça s'est bien passé. Ah ouais. Voilà. Enfin, lui, il a fait ça parce que je n'étais pas là ce jour-là. Et donc, mais je te dis pas le bordel, quand tu sors de Saint-Tropez, selon comment souffle le vent, t'as le bruit des moteurs, t'as 900 chevaux. Moi, le mien, j'avais presque 900 chevaux. Lui, il avait plus de 1000 chevaux. Wow. Donc, quand mais donc du coup, toi, t'en avais acheté un? Non, il m'avait donné son premier. Ah oui, ok. Donc, du coup, cadeau. Comme il n'a pas trop d'amis, comme ça, il s'est dit bon, on est tous les deux à côté, quoi. Je t'ai dit, il a toujours été très généreux, pas seulement avec moi. C'était dans sa nature. Moi, des fois, il rencontrait des nanas en Russie, par exemple. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a des nanas qui venaient le soir et elles n'allaient pas rester avec nous. Alors, ils me disaient, tu vois, elles restent pas. Donc, si elles ne restaient pas, il fallait quand même leur donner 500 € chacune. Ah oui.
Donc ça coûtait de les garder. Et ça coûtait aussi de les faire partir. partir. Et des fois, il en aimait bien une. Il me disait, bon, demain, prends du cash, tu vas lui acheter soit le dernier 4x4 BM. Genre, Non, en l'occurrence, à l'époque, c'était le X5. Parce que le X6, ouais. Ou alors, tu lui prends-lui un petit appart. Non, arrête tes conneries. Je te jure. Attends, la meuf, il n'est pas une meuf de la soirée, une fille qu'il voyait plus régulièrement. Non, il aurait pu l'avoir 2 jours, ça suffisait. Il suffisait qu'il ait... et c'est un mec qui ne revient pas sur ses décisions. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il avait bu et qu'il avait dit ça. Il se disait, plutôt que de passer pour un con, je préfère tenir ma parole. Il s'en foutait de l'oseille. Il était clafi. Et donc... là, mais des fois, moi, je lui disais, t'es sûr? Fille, là. Tu vois, le matin, je lui disais, t'es sûr, machin, il me dit, ouais. Et les filles que je renvoyais, je lui disais, mais pourquoi chaque soir tu veux dépenser des 4 et 5 000 euros sur des nanas qui partent? Elle me dit, t'inquiète pas. Si elles partent avec 500 et que je veux rien faire avec, le jour où j'aurai besoin d'elles, elles seront toujours dispo. Oui, c'est pas con. Ouais. Et il a raison. C'est pas con. Il a raison. Mais seulement, en fait, il faisait ça pour le style. Il les baisait pas. Enfin, la plupart, non. Ouais. Tu vois. Et c'est fou quand même. Et donc, tous les jours, j'avais des coffres dans toutes les maisons où on était. Je déposais une grosse masse de cash. Après, si tu veux, le programme, je le connaissais par cœur. L'été, c'était à Saint-Tropez. L'entre-deux, c'était en Suisse. On repartait en Roumanie, en Russie. Décembre, on savait qu'on allait pertinemment aller dans un pays chaud, soit dans les Caraïbes. Vous n'alliez pas à Courchevel, tout ça, non? C'était pas trop le truc? Si, on partait décembre, on passait Noël, jour de l'an aux Caraïbes. On redescendait, on faisait février, Courchevel. Courchevel, Start, Saint-Moritz, et la Suisse. Et on revenait. Et ensuite, on avait Roumanie, Russie. Et là, l'été arrivé et on était là. Tu vois. Donc, en vacances, quasiment tout le temps. Donc, il voulait que j'ai sur moi, en espèces, 100 000 euros par jour. Donc, tous les soirs, je rentrais. Ah ouais, tous les soirs, tu reprenais. Tous les matins, je revenais. C'est dingue. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire qu'une soirée lambda, on va dire à Saint-Tropez, ça coûte à peu près. Ça coûtait 5-6 000 balles. Mais t'es fou, quoi. 5-6 000 balles, c'est rien, c'est l'Anka, ça. 5-6... À Saint-Tropez, rien que. Moi, c'est très belle soirée, là. Rien que la Villa Romana, chaque soir. La Villa Romana, ça coûte combien, par exemple? La Villa Romana au Bamo, c'était. On était toujours entre 6 et 8, voire un peu plus. Donc la Villa Romana, c'était entre 6 et 8 000. Ah, 6 et 8 000 euros la soirée. Ouais, c'est simple. Moi, je ne bois pas, mais tu n'avais que des buveurs. Marc le premier. Donc c'était. Champagne. C'était pas que champagne. Tu avais des vins à 2000, 2005 la bouteille. Des Pétrus, tout ça, des Romanée Conti. Exactement. Derrière, tu avais. Les champagnes à l'époque, c'était le Cristal Rodower. Ah oui, bien sûr. Le Dompé est arrivé après. Ouais. Ah, mais Cristal, c'était un peu cette époque de P. Diddy, voilà. ce truc, donc c'était la folie. Là. C'était ça. Et j'en ai des anecdotes avec Puff Daddy d'ailleurs. Ah ouais, tiens, tu nous raconteras ça après. Ouais. Bon, après, c'est un connard, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, là, d'où il est, je pense pas qu'il va nous entendre. À ce moment-là, mais tu sais qu'il va sortir. Hein. Ah bah je pense, à mon avis. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il sorte, parce qu'il a envie de connaître un peu tout le monde. Donc, Et il a surtout donné des noms. Ouais. Ah ouais. Et donc, si tu veux, c'était 6-8 000, c'était ça les additions chez la Villa Romana. Ouais, d'accord. Ensuite, aux caves, quoi qu'il arrive aux caves, même si tu es connu, que tu as envie de boire que de l'eau, tu te dois et c'est selon qui y a avec toi au carré VIP, tu es obligé de prendre une certaine quantité. Donc, non, mais parce que ta place, tu l'as. En fait, tu la payes en disant minimum spend. Après, quand tu connais, tu peux juste venir boire un coca. Oui, et mais le pourboire que tu vas donner à l'époque, c'était. je ne vais pas dire son nom, parce qu'il a fait des millions, lui. Un serveur qui a fait des millions. Il avait le carré VIP. Il y a beaucoup de choses ici à Saint-Tropez. Il a le carré VIP. Marc lui donnait par soir, même si l'addition de Marc elle était de 2 000 euros, ce qui était rare, hein, au cave, il prenait 4 000 de pourboire. C'est moi qui les faisais les pourboires. Donc je les connais. 500 à tous les videurs. Et dans toutes les boîtes de nuit. Tu vois. Ah ouais, non mais là. Alors après, ça, on est quand même loin de s'imaginer ça. Pour le circuit des communs, après, des mortels classiques. Là, après, moi, ça me faisait plaisir de filer. Après, il y a des mecs qui ne prenaient pas 500, c'était des 100, mais 100 ou 200 quand même. Moi, ça me faisait plaisir que des mecs de boîte prenaient de l'oseille. Tu vois, parce que moi j'ai connu ça. Moi, il y a un mec qui est, à l'heure d'aujourd'hui, un des grands. Enfin, on va donner les mots justes. C'est un des responsables d'une
marque connue, enfin d'une compagnie connue qui tienne des plages festives dans le monde entier. Il est directeur maintenant, enfin c'est un des directeurs généraux de cette chaîne-là. Okay. Dans tous les pays où cette plage existe, il y est. Ah bah oui, je pense que. Mais il était serveur au carré VIP à Saint-Trope. C'est un ami à moi et je suis d'ailleurs très content de sa réussite. Lui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Alors bien sûr, j'ai gagné énormément d'argent après, mais lui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Parce que lui, j'étais le mec de sécu du carré VIP. Donc lui, quand sa soirée se passait bien et qu'il faisait beaucoup de pourboires, il considérait que c'était en partie grâce à toi, grâce à mon travail. Mais moi, je sais pertinemment que c'est pas ça. Parce que le mec, c'est un tueur dans son truc. Ouais. Il est beau gosse. Il parle très très bien américain parce que l'hiver, il travaille dans une boîte à Miami. L'été, il travaille ici à Saint-Tropez. Ah ouais. Il a son téléphone à lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il connaît de la plus petite à la plus grosse fortune. Qui a mis un jour un pied à Saint-Tropez, Monaco, Miami. Il les connaît tous par cœur. D'accord ? Donc, bravo à lui. Tant mieux pour lui. Et ce mec-là me filait de ses pourboires et me redonnait de ses pourboires. Mais je t'explique même pas ce qu'il a. Lui, c'était un vrai commercial, ça s'appelle. Mais t'es un fou. Un vrai bon, lui. C'était un vrai bon. Il avait tout compris. Il avait tout compris. Très bien compris d'ailleurs, et depuis longtemps. Et ce mec-là m'a fait gagner de l'argent. Ah bah ouais, et ses clients, quand ils partaient, me donnaient aussi des tips. Et moi, honnête, je lui disais, j'ai fait tant. Non, ça c'est pour toi. Tu sais, je vais te dire un truc, et il se reconnaîtra dans cette caméra. Un jour, il me dit, il y a un peintre londonien qui vient avec un grand mannequin. Et je me vois un petit frisé arriver avec 2 têtes de plus que lui, un avion de chasse. Et il me dit, Franck, lui, quand tu le vois, lui, fais pas ça avec le pouce. Fais-lui juste ça. Pas trop non plus, mais de temps en temps. Putain, à un moment donné, j'attends. Il va, il le serre, machin et tout. À un moment donné, nos regards se croisent. Je le regarde, je lui dis, oh, ça va. Après, il me dit, viens. C'était en francs à l'époque. 500 francs. Et pourquoi ? Juste parce que j'y ai donné de l'attention. Je te jure, 20 minutes, 30 minutes après, je repasse derrière. Je lui dis, oh, ça va ? Viens, 500. Tu sais que j'ai fait jusqu'à 2000 francs dans la soirée, avec lui, juste en lui faisant ça. Ce mec-là, ce serveur-là, il m'a donné toutes les combines pour faire de l'oseille. Il ne s'est pas dit, à un moment donné, je garde tout pour moi parce que ça peut me nuire. Même pas. Ça peut me porter préjudice. Quoi. Voilà. Ah ouais, putain. Tu vois ? Et donc, c'est des histoires folles. Hein. Et donc, ce mec-là, et la position qu'il a à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me surprend même pas, parce que c'est un bon. Ah, et d'ailleurs, des communes, j'en connais plein. J'en connais plein. J'en connais plusieurs. Tous ces mecs de cette époque-là, c'est tous des mecs qui ont réussi. Il y en a un autre aussi qui est aux États-Unis, et c'est mon frère. C'est dans le business, il a toujours été dans le business. C'est aussi un beau gosse, mais un vaillant, un malin. Et je ne vais pas dire son nom parce qu'aujourd'hui, il travaille avec les plus grosses marques au monde. Oh là. C'est-à-dire que tu ne le sais même pas, mais tu as des gens qui le portent tous les jours. Ah oui. Ouais. Et l'intelligence de ce mec qui, à un moment donné dans sa vie, a failli se retrouver avec plus rien. L'intelligence qu'il a eue d'aller dénicher des chartres de sociétés bien costauds qui pèsent des milliards, qui sont cotés en bourse, et de trouver une faille bien spécifique et d'améliorer ce truc-là. J'adorerais te dire ce qu'il fait, bon, mais je ne peux pas te le dire parce que je ne veux pas qu'il soit… oui. Je ne veux pas qu'on l'associe à moi. Tu vois, alors qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Hein, tu vois. Mais l'intelligence de ces gens-là, comme lui, comme l'autre que je te viens de te citer, qui à l'heure d'aujourd'hui pèse ce qu'il pèse, c'est un mérite pour moi. Ah bah ouais, et je me dis, voilà, tu vois, ça, ce sont des vrais personnages. Et Franck, du coup, tout à l'heure, on parlait de la Villa Romana. En gros, quand tu arrives une soirée type, lambda, ça coûtait combien pour un mec multimillionnaire comme Allez, je te la fais courte. La Villa Romana, entre 6 et 8 000. Les caves, selon les soirs, on est entre… ça peut être du 12, du 15, ça peut aller jusqu'à 60. Pour nous, je parle. Dans le lot, tu as d'autres qui sont là, c'est du 200, c'est du 300.
Wow. Ah non, mais tu as des bouteilles à 100 000, comme tu as des bouteilles à 50 000, ça peut aller très vite. Quand les Mexicains, parce qu'à l'époque, tu avais les Mexicains qui se bagarraient. À l'époque, c'était Saoudien contre Saoudien. Puis après, tu avais les Russes, tu vois. Russia is in the house. Et les Mexicains. Donc les mecs s'enflamment. Tu as des bougies partout, tu as des fumigènes avec des bouteilles partout. Mais nous, encore une fois, on n'était pas ce type de marque, il n'aimait pas trop les artifices. Ah ouais. Ouais, il n'était pas trop. Ouais. Alors il aimait flamber, mais il n'aimait pas les artifices. C'était complètement contradictoire. Donc une soirée, avec le VIP tout compris, ça pouvait nous coûter, allez, disons que c'était entre 20 et 60. Ouais. Tous les jours, mon pote. Hein. Oh là là, les jours. Et attention, on se levait. Enfin, on quittait la villa, il était 13h. Vous alliez manger en plage. Donc on allait manger au Club service, 55. Club 55, bah oui, la base. Club 55, c'était 95% du temps. Après, ça pouvait être New Largo qu'est Largo, ce qui n'y est plus, je crois. Ça pouvait être chez les frères, ça pouvait être n'importe où. Mais en tous les cas, 95% du temps, c'était la plage privée. Le Club 55. Club 55. Et le Club 55 a inauguré certaines tables sur le sable pour nous, au début. Et maintenant, c'est devenu un espace qui a été… parce que le Club 55, c'est pour moi, Patrice… qui d'ailleurs, tiens, tu sais pourquoi on appelle ça le Club 55 ? Pas du tout. Bon, pour la petite anecdote, vite fait, le Club 55 a été créé en 1955. C'était une petite caravane à sandwich sur la plage quand Brigitte Bardot et d'autres ont fait des films. Okay. Et puis, il fallait, pour les gens du tournage et les acteurs, tout ça, il fallait faire des sandwichs. Voilà comment est né, en gros, le Club 55. Enfin, je te la fais courte, hein, c'est bien. Ceux qui sont concernés pourront toujours mieux la raconter que moi. Et donc, depuis, c'est resté une plage, un resto. Et aujourd'hui, c'est un des endroits où tu manges le mieux. Ouais. Le mec, il doit faire 1000-1200 couverts jour. Ouf. Et il est fermé le soir. Sable, tout est blanc, à la provençale, vin fait par lui, légumes dans son potager. Le mec, il a créé une institution. Ah ouais, c'est dingue. Et ça, j'aime moi ça. J'aime te dire, tu veux aller à Saint-Tropez, tu veux aller dans du typique à Saint-Tropez, tu vas au Club 55. Ah ouais. C'est donc pas. Là, vous descendiez avec les amis, vous faisiez des gros. Donc à chaque et fois, donc si tu veux, des grosses tables. Non, tous les jours, on était au Club 55. Donc on arrivait en bateau. C'est dingue. On se garait au Bouet, donc au 300, enfin après les 300. La navette venait comme dans toutes les navettes des beach clubs de Saint-Tropez. Qui viennent te chercher, t'amènent. T'es là, tu bouffes. Donc on arrivait, il était 13h, 13h30. Des fois, on attendait 1 heure parce que je te dis, les tables, c'est à bloc là-bas. On partait, t'es 19h, 20h. Donc lui, il avait déjà quelques bouteilles de rosé. On passait au village. Le village, il fallait faire du shopping. Donc c'était shopping. Dolce Gabbana, Gucci, Vuitton. Vuitton est arrivé après, bien après. À l'époque, il y avait Chambon qui faisait des remasterisations de jeans qui payaient 100 balles, qui te revendaient à 1500. Roberto Cavalli. Ah oui, Roberto Cavalli, bien sûr. Voilà, donc tout ça, c'est sur l'addition. Donc, dans l'addition journalière, tu avais 10 000 de fringues. Et tu devais avoir peut-être, enfin, je te dis 10 000 en tout. C'est un blouson chez Roberto Cavalli, c'était 5 000. Donc, et plus le repas qui devait coûter encore 2 ou 3 000 au Club 55. Voilà, on a voisiné une journée à 20, entre 20 et 60. 20 et 60, sachant qu'on était là 60 jours dans l'été. Ah ouais, sans compter le plein du bateau, c'est 800 balles d'un bateau. 800 €, entre 800 et 1000. Donc tu avais 2 bateaux. Et puis le quotidien, elle va lui acheter un sac machin, va acheter une Rolex, enfin les montres, tu vois. Et voilà. Donc si tu veux, budget limité. Donc je descendais, moi je descendais, j'avais à peu près 1,5 million, voire 2, que j'avais dans mon coffre dans ma chambre. Et ensuite, je prenais tous les jours 100 000. Tous les jours, tu prenais 100 000 dans le… En fait, si on avait dépensé 20 000, je refaisais un plein de 20. Tu remettais 20 000. Voilà, je remettais 20 000. Et chaque soir, je rentrais. Et de temps en temps, il me posait la question, il me demandait combien on a dépensé ce soir. Alors je lui disais, il me dit, ah bon, tout ça ? Ah ouais. Bon, à un moment donné, et puis à un moment donné, il doutait de moi. Ah oui. Il disait, bon, j'aimerais bien que tu gardes tous les tickets là. Et je dis, mais il n'y a pas de problème. Et je dis, tu sais, si tu veux, t'as qu'à prendre une secrétaire. Et comme ça, c'est elle qui ira payer. Moi, ça m'arrange. Hein. Parce que moi, c'est pas mon job, moi. Je suis pas comptable, moi. Bah bien sûr. Moi, je protège des gens. Pendant que je compte l'oseille et que je paye des gens, je protège personne, là. Bah ouais. Tu vois. Mais bon, je savais qu'on avait passé ce cap-là depuis un moment. Ouais. Puis à mes anniversaires, c'était que mes potes qui avaient. Christophe Dominici, Henri. Enfin, c'était que… Henri, c'est Thierry Henry ?
Non. Henri, mon ami que je t'ai dit qui travaille Ah, en boîte oui, de nuit ok, à Toulon. d'accord. Tu vois, voilà. Ok. Donc voilà bien. ce que ça coûtait Saint-Tropez, voilà comment l'ambiance était. Et puis tu sortais, et je te dis, tu n'avais pas toutes ces. Aujourd'hui, tu vois 2 belles gonzesses Saint-Tropez, tu t'assois, elle te dit c'est 1005. Oh. Mais tu peux même plus draguer à Saint-Tropez. Parce que tu as de la prostitution partout. Elles viennent, je les ai vues moi, elles ont un budget de 3 semaines. Elles louent des hôtels, pas trop chers, plus ou moins en centre-ville. Elles se font bronzer la journée. Elles partagent à 2 ou à 3 la chambre. L'hôtel. Ah ouais, l'hôtel, ouais. Et en fait, elles donnent 3 semaines. Et en 3 semaines, elles se disent, voilà, il faut Faut que je fasse le maximum. Voilà. Pour pouvoir continuer à rester tout l'été. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Ah oui, ouais. Tu vois, à Monaco, par exemple, tu prends toutes les prostituées qu'il y a, elles sont légales, mais elles sont répertoriées. C'est pour ça qu'à Monaco, tu vas, tu choisis. Ici, il faut connaître. Ah ouais. Monaco, tu choisis. C'est répertorié. Tu veux. À Monaco, tu veux prendre une prostituée. Ah ben t'as un carnet, c'est comme en Suisse, tu vois, tu choisis, tu dis voilà, je veux elle, le numéro de téléphone, la réception elle te l'appelle, elles arrivent, elles sont répertoriées. C'est dingue. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui veulent. Pour les riches, c'est beaucoup plus facile pour en tout cas ceux qui veulent. Ah ouais. Voilà. Franck, du coup, il y a un truc dans la boîte à gants. Ouais. Je voudrais bien que tu rouvres la boîte à gants et que tu sortes. Il y a. Mais dis-moi, c'est la boîte à souvenirs ou quoi? Ouais, c'est la boîte à souvenirs. On va l'appeler comme ça, la boîte à souvenirs. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? Ah bah alors. Une Lamborghini Superleggera. Alors, elle est orange. Ouais, moi on m'a dit que t'avais eu des cadeaux. Alors je veux que tu nous dises un petit peu l'histoire. Non mais je suis un mec super chanceux moi. moi j'ai eu des tonnes de cadeaux. Ah ouais. J'ai eu des montres en cadeau, de grandes marques d'horloger et des Lamborghini. Genre de Audemars Piguet. Audemars Piguet, Gérard Perregaux, De Grisogono, Richard Mille, à l'époque où personne ne connaissait Richard Mille et à l'époque où la montre elle n'était pas à 150 000. À 150 000 ou à 500 000, je ne sais pas combien il y en a maintenant. Ah ouais. Mais Rolex, j'étais pas trop fan, jamais trop fan. Roger Dubuis, par exemple, j'aimais bien parce que c'était des gros, des 45-48 mm, donc c'était des gros trucs. Ah ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, on va mettre une photo de toi en dessous là. Je crois que tu en avais une belle là. Ouais. Une photo que tu nous avais envoyée. Ouais, je crois que c'était une Franck Muller. Qui est dans ton livre en tout cas. Je crois que c'était une Conquistador King, pavée de diamants, celle-là. Ouais. C'est des montres à 100 000. Hein. Oh, ça c'était. Cadeau. C'était cadeau. C'était récurrent. Il avait envie de faire un cadeau, il faisait un cadeau. Et la Lambo? Et la Lambo, la première Lambo, elle était noire, c'était une Gallardo. C'est à l'époque où la Gallardo sort. Donc c'est début des années 2000. Et donc je suis en Patagonie, 17 novembre, jour de mon anniversaire. Il vient, on est chez un collaborateur à lui. On est dans une propriété de 18 000 hectares. 18 000 hectares. D'accord. C'est sûr que ça fait. Donc ça fait là, et 500 employés sur la propriété, la pelouse tondue tous les jours, on fait un truc de fou. Et on est là et il me dit tiens, bon anniversaire. Et je me vois un fax avec Lamborghini qui est arrivé à Genève au garage. Wow. Et je me dis putain, mais moi je roule pas en Lambo. Je lui dis mais moi la Lambo je m'en fous. Tu veux pas me filer du cash à la place, même si c'est la moitié de ça. Mais non mais prends-la quand même, tu verras, c'est rien. Donc je prends la Lambo. L'année d'après. Et là ça fait combien de temps que tu bosses avec lui là à ce moment-là? Et là ça fait 3 piges. Ah ouais putain. 3 ans presque. Et là la Lambo elle arrive, même pas 3 ans, 2 ans. La Lambo elle arrive et l'année d'après il me commande la Gallardo série limitée. Oh là là. Et après, moi j'arrête de travailler avec lui 2006-2007. Et moi en 2007, il sort ce que tu viens de me montrer là, la Superleggera. Et là par contre, moi je me la commande et je me la paye tout seul. Et je m'en commande une gris avion de chasse. Donc c'est la Gallardo Superleggera. C'est la même, sauf qu'elle a un peu plus de chevaux et elle a 100 kg de moins. Tu vois. Voilà. Donc les montres cadeaux. Les voitures cadeaux, mais je te passe. Il t'a offert d'autres voitures? Ouais, des Porsche Cayenne, un Carrera 4, un 4x4 de luxe, enfin d'autres, plusieurs. Et du coup, t'en fais quoi? Tu les revends parce que t'as pas le temps? Non, jamais. Alors si je revends, là, ils se fâchent. Ah ouais. Donc j'ai une Porsche, j'ai deux 4x4, j'ai un 4x4 en Roumanie avec une Carrera 4. Ouais. Et j'ai les Lambeaux qui sont à Genève. Et voilà. Et parce que du coup, si t'es toujours avec lui, c'est compliqué de les prendre, quoi. Ah ben ouais, je te dis, on les faisait descendre par camion l'été. Ah ouais. Et moi, ma Lambo, je la conduisais 2 mois par an quand elle était là. Du coup, Franck, tout à l'heure, on a parlé de P. Diddy. Ouais. Du coup, je voulais savoir, je crois que tu as une petite anecdote là-dessus.
Ouais, bon, il y en a plusieurs, mais la plus rigolote, c'est lui quand il vient à Saint-Tropez, enfin quand il venait à Saint-Tropez. Ouais. À l'époque, si tu veux, il n'est pas très bien vu par certains, soit chanteurs ou basketteurs américains, mais il s'est fait un peu redresser un peu ici, dû au fait qu'il est toujours accro au nana et jeune. Ah ouais. Et ici, quand il venait là, quand il terminait ses soirées en boîte de nuit, ça finissait en after party sur son yacht, qui était garé en règle générale près de Sénéquier au café de Paris. Tu avais un colosse qui était à l'entrée, qui faisait rentrer que des minettes. Ah ouais, ou alors des mecs qui avaient l'air pas très méchants du tout. Ouais. Et donc voilà quoi, ça rentrait, donc il y avait que des gonzesses. Donc là c'est un truc tout con, de dire que bon le mec il passe, même si par exemple le mec un beau gosse machin et tout, il dit il n'y a aucun mec qui rentre, c'est que des meufs, que des meufs, ouais. Que des meufs, et pour lui et pour son équipe, pour son staff qui est autour. Ouais, son staff autour, ça danse, ça chante, ça boit, peut-être un peu plus. Et puis voilà, et puis t'en as deux qui sont secoués un peu dans les chambres en bas, un peu sur le pont, et après quand tout le monde est sous, ça part tous un peu quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et donc ça donc le mec c'est vieille pyro, enfin je veux dire ça va en boîte de nuit, et après la boîte de nuit, pam, c'est direction le yacht, et le gros after party là. Ouais ça. Ah ouais. Bon après il y a pas que lui qui faisait ça. Mais oui, lui ça lui colle très bien parce que c'est son. Oui, c'était un peu son. Lui c'est vraiment ce qu'il cherche. Ouais, c'est marque de fabrique quoi. Ouais. Un mec. Ah ouais, d'accord, délire. Ah ouais, non vraiment. Ah, c'est des vraies soirées quoi. Ouais. Et on parlait de. Tout à l'heure, on a parlé d'un truc. Ouais, tu sais, tu m'avais parlé d'une anecdote. Je crois que tu étais parti de Kiev en jet privé, que tu devais amener des filles à un endroit. Non, en fait, c'est des copines. Ah. C'est des copines. Bon, ça, c'est à l'époque où je suis seul. Là, ça y est, je suis directeur général d'un fonds d'investissement londonien à Bucarest. Donc là, je suis tout seul. Là, j'ai fait mon oseille, c'est des gros salaires. Là, c'est différent. Ouais. Et moi, je pars à Kiev et je rencontre une nana avec qui j'avais eu une relation plus tôt et qui après est devenue une très bonne copine, et je connais très bien ses parents. Et elle m'invite à un anniversaire. J'arrive à un anniversaire et voilà, et je fais une table, j'ai que des filles avec moi. Ah ouais. Et deux Français très lourds qui viennent d'arriver, qui travaillaient pour un groupe français dans la grande distribution, enfin de Londres, quoi. Et je suis avec elle et on papote en anglais, un peu en ruskov, machin et tout. Et je les invite pour l'anniversaire de une. Je dis écoutez, on se casse et on prend une semaine, on va à Dubaï. Ouais. Et donc je réveille mon ami qui est un ancien de l'armée rouge, et il me fait avoir très vite les visas pour aller à Dubaï, mais pas pour aller en Suisse. Bon, ça fait rien, on se démerde, on fait un stop en Suisse, on s'en fout. J'appelle le mec qui dirigeait à l'époque Tag Aviation à Genève, et il m'arrange de savoir quand est-ce que les douanes ne sont pas là. Bon, on arrive, il n'y a pas de douane, c'est fermé. Enfin, c'était très rare que l'escale soit là d'ailleurs. Et on arrive, on descend, puis on reste un petit peu à Genève, le temps de faire un peu des achats, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai quelques maillots, des conneries, des trucs, elles sont contentes, on remonte dans l'avion. Donc j'étais seul avec cette nana. Ah ouais, magnifique. Et direction de Dubaï. Et voilà les filles, allez hop, on essaye les maillots et c'est parti. Voilà. Ah ouais, donc elles se mettent toutes nues dans l'avion. Ah oui, et puis du coup elles essayent les maillots de bain devant toi quoi. Voilà, et puis. Ah oui. Et l'anecdote la plus rigolote, je vais te dire, il y avait deux pilotes et une steward. Déjà celle-ci était pas mal déjà. Ouais, mais non, mais c'est le même jour. Ah ouais. Donc il se passe ce qui se passe. La steward, elle ferme la porte, mais eux ils sont en cabine, ils entendent tout ce qui se passe s'ils veulent. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais. Et bien évidemment, on arrive à Dubaï, et quand on arrive à Dubaï, bon, on n'a pas fait que ça tout le long du voyage non plus, tu vois, mais bon. Et on arrive à Dubaï, on descend, et quand je descends, elle me met la main en face. Genre, elle me dit, en gros, ça, tu sais ce que ça veut dire, mon pote, si t'as un peu de temps pour moi, c'est bien aussi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Mais ah ça, ouais, délire. Des trucs comme ça, c'est encore une fois, les mecs qui savent, ils te disent, c'est banal, parce que pour eux, c'est souvent, tu vois. T'as pas vu cet américain là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il a une agence de mannequins. Dan Bilzerian. Il prend son avion, et il en a toujours 10 ou 12 avec lui. Oui, c'est Dan Bilzerian. Voilà. Ah oui, il a une agence. Je sais pas qu'il avait une agence de mannequinat, mais oui, c'est lui de toute façon. Voilà, c'est lui. Ah ouais. Et c'est un peu la même, c'était le même délire là. Je voulais pas dire son nom. Ouais. Mais voilà. Bon, de toute façon, il est américain. Je pense pas qu'il. Et t'as vu, il y en a qui l'a avec lui, quoi. Elles ont quoi, 17, 18. Ah, tu penses qu'elles sont aussi jeunes que ça? Ouais, bien sûr, maximum, elles ont maximum 19 ans, tu vois. Ah ouais. Ouais, d'accord. Et lui, tu vois, il s'en cache pas. T'as vu, il se met sur le lit, il dort avec, et t'en as 3 ou 4 qui dorment avec lui. Oui, dans les jets privés, ouais, comme machin. s'il avait des chats, quoi, tu vois. Ouais.
Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui tu vois. Et non mais c'est génial parce que moi je m'en fous, je l'ai eu fait, tu vois. Mais ah ouais. pas que ça, même à Bucarest, je rentrais chez moi, j'avais 10 filles avec moi. Je passais le week-end avec voilà. Mais tout le monde, tous ceux qui à un moment donné la possibilité et d'avoir d'oseille, tu sais quand t'as de l'oseille, ça c'est du tout venant. Hein, tu vois. Ouais. C'est du tout venant. Ouais, c'est-à-dire que c'est la première chose qui t'arrive. T'as les voitures, donc t'as plein de mecs qui font les voitures, t'as les gonzesses, on dirait, t'as les filles en tout Exactement. cas. Et puis bah après t'as ce qui suit quoi, mais d'accord. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est des sacrées histoires.